Alors David, on vient de voir que la France va mal, hein, mais les Français vont mieux. Tu vas nous expliquer tout ça. Eh oui, je vais vous en parler parce que, après avoir entamé mon week-end sur un débat chez Hanouna avec le fils caché de Cheb Khaled qui vote Zemmour, oui, cette situation est possible. Je vais vous prouver ma grande flexibilité en parlant aujourd'hui d'une matière très sérieuse, l'économie. Enfin, on va parler. Non, on va célébrer. On va hurler notre joie, on va danser, on va chanter, comme le dit la musique, parce que la Macronie l'a dit, ça va mieux. Et oui, réjouissez-vous, maintenant, la majorité présidentielle l'affirme, graphique et PowerPoint à l'appui, les Français vont mieux. Ils nous l'affirment en sortant du chapeau un indicateur bien choisi, le pouvoir d'achat qui augmente. Alors, message de service. Merci à tous les rabat-joie, je parle de vous, les sociaux du média, de ne pas gâcher la fête au râleur du matin, de ne pas troubler le banquet avec leur vécu, parce que je vous vois venir, auditeurs du média, monter tout de suite sur vos grands chevaux et me dire, mais quand même, on a perdu 2 ans de croissance, comment est-ce que le niveau de vie peut augmenter aussi brutalement ? Enfin, ne soyez pas complotiste. Mais David, il y a davantage de chômeurs, vous allez me dire, 5,7 millions en catégorie A, B et C à Pôle emploi en juin 2021, soit 4,4% de plus qu'en mars 2020. Ne soyez pas tatillon. Mais David, la vie est plus chère, les prix du gaz et de l'électricité ont pris 12%, même les produits frais ont augmenté à peu près 5%. Vous ne savez pas, vraiment, vous ne savez pas, vous avez un problème avec le fait de profiter de l'instant présent. Mais David, un Français sur 5 doit sauter des repas. Mangez plus souvent. Mais David, le médiateur national de l'énergie nous dit dans son rapport récent qu'un Français sur 4 est particulièrement préoccupé par ses dépenses énergétiques. Mais vraiment, c'est ça le problème, vous êtes tout le temps préoccupé, détendez-vous. Bon bref, vous l'avez compris, tout va mieux, on est sauvé. On ne mentionnera évidemment pas le fait que sur cette fameuse hausse du pouvoir d'achat, la fortune et les patrimoines des riches ont explosé pendant la crise, elles sont sans condition, alors que pour les pauvres, le maigre argent qu'on leur a donné, notamment pendant la crise des jaunes, on le leur reprendra, puisque c'est intégré à quelque chose comme la sécurité sociale, 3 milliards d'euros qu'on a mis de dépenses là-dessus, et on est en train déjà de nous expliquer qu'il y a trop de trous dans la sécu et qu'il va falloir reprendre l'argent. De toute façon, question, allez, à 150 €, qu'est-ce qu'on fait quand soi-disant tout va mieux et qu'on est un libéral ? Eh bien, on gratte les sous qui restent. Et vu que le temps, c'est de l'argent, on va aller piquer un peu de temps aux Français. Démonstration en images. Est-ce qu'on entend ? Et donc, nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaire cumulé. Et au fond, on a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer. Il est feignant au boulot. Allez, fin des réjouissances. Encore une fois, comme à son habitude, Emmanuel Macron salit les Français en les accablant d'un gros mensonge. Parce que, selon Eurostat, les Français à temps complet et à temps partiel travaillaient 37,3 heures par semaine en 2018. C'est plus que la moyenne européenne qui s'établit à 37,1 heures, donc c'est plus que nos voisins néerlandais, c'est plus que nos voisins britanniques qui travaillent 36,5 heures par semaine, ou allemands, 34,9 heures par semaine. Alors, puisqu'on travaille plus que les autres dans la journée, que c'est difficilement contestable, BFM TV nous a trouvé une petite pépite dans un article récent pour nous expliquer qu'on ne travaille pas assez, parce qu'il faut quand même le dire, en se basant cette fois sur le temps de travail, pas dans la journée, dans l'année. Je vous le lis. Qu'en est-il du temps de travail dans l'année ? Sur ce point, les salariés français sont largement en dessous des pays de l'OCDE. Ambiance, hein ? Je continue. En 2020, la France était en effet classée 37e sur 38 avec 1320 heures de travail annuel pour les salariés. Vous avez entendu ? On est 37e sur 38. Vous êtes nuls. Il n'y a rien qui vous interpelle ? 2020 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Alors je réfléchis. Je regarde, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer en 2020 ? On n'a pas fermé le pays en 2020, on n'a pas tout fermé, on n'a pas fermé l'économie, on n'a pas du coup empêché les gens de se rendre au travail, mais je crois que si. D'ailleurs, on est 37e, les 38e dans ce classement, si on se base sur 2020, c'est ceux qui ont aussi fermé le pays, notamment, qui sont bien connus pour ça. Les Allemands, c'est bien connu, les Allemands sont des flemmards, on connaît bien tout ça. Donc, en allant chercher ces chiffres du travail dans l'année, qu'est-ce qu'on reproche aux Français au fond ? On leur reproche tout simplement de prendre soin d'eux, de souffler un peu, de prendre des RTT, des congés, des vacances. Pourtant, même d'un point de vue strictement économique, laisser les gens souffler, ça rapporte, parce que ça permet de faire ce qu'on appelle la reconstitution du travail en termes marxistes, c'est-à-dire on se repose pour pouvoir mieux retourner au boulot par la suite. Et donc, on arrive à ce résultat, les Français sont les travailleurs parmi les plus productifs du monde.
Les travailleurs français font partie des plus productifs d'Europe, avec près de 15 points au-dessus de la moyenne européenne. Alors l'indicateur, c'est la productivité par personne en emploi et par heure travaillée en bas 100, hein, je vous la fais court, mais on est à 114,8 contre 100 pour la moyenne européenne. Et puis, au fond, qu'est-ce que c'est que ce discours ? Qu'est-ce qu'il essaye de créer sur nous ? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas être fier de ce qu'on fait au travail plutôt que de se faire cracher dessus ? Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir du temps pour nous, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de passer du temps avec nos enfants, avec nos anciens, avec nos amis, dans nos projets personnels, associatifs ? Pourquoi ça serait grave ? Et dans ce débat, pour rabaisser les Français, les libéraux sont soutenus, comme d'habitude, par l'extrême droite. Macron est en effet soutenu par le Zemmourland. Écoutez. Zemmourland, c'est le Japon, mon cher François Langlais. Alors pour le Zemmourland, on va très loin dans la drogue. On arrive à faire du Japon un exemple, tout en mêlant immigration, robotisation et productivité. Écoutez la suite. L'économie, cher François Langlais. Productivité, magnifique. Robotisation, en pointe. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas choisi la facilité de l'immigration. Voilà, on y est. Le Japon, modèle de travail incroyable, ultime pour l'extrême droite comme pour les libéraux en réalité. Oui, le Japon. Alors, le Japon, c'est un très beau pays. Être touriste là-bas, c'est incroyable, il faut le reconnaître. Mais être travailleur, c'est un peu plus compliqué. Puisqu'on parle de ce beau pays, je vais vous apprendre un mot qui sonne joliment, le karoshi. Le mot est sympathique. La réalité est un peu moins marrante. C'est le fait que les travailleurs japonais soient très exposés à la mort par surménage. En 2016, le gouvernement japonais reconnaissait par exemple qu'un employé sur 5 avait un risque de mort par surménage. Voilà ce que c'est que le Japon au travail, et on nous dit qu'il faudrait aller vers ce modèle social. Alors, je ne sais pas vous, moi je ne suis pas très chaud, d'autant que là-bas la grève c'est moins facile, le rapport de force en entreprise c'est moins facile aussi. Alors il me semble que notamment les travailleurs japonais quand ils ne sont pas contents, ils mettent un brassard avec marqué en grève mais ils continuent à travailler, c'est vous dire l'ambiance et l'influence d'un rapport social par rapport à un moment où on bloque l'entreprise et où c'est quand même un peu plus facile de se faire entendre par le patron. Et puis, au fond, avec 10% de chômeurs dans le pays, il serait peut-être plutôt temps de partager le temps de travail. En fait, c'est ça la véritable urgence économique, c'est de travailler moins. Et d'ailleurs, c'est de prendre soin de ça, c'est d'aller plutôt vers les 32 heures. Ça serait un beau modèle de société. Et j'ai envie de dire quand même, au fond, aux Français, vous pouvez être fiers de ce que vous faites. C'est pas le président qui vous le dira, c'est que moi. Bon, alors, je suis bientôt président selon toi, hein, dans tes annonces, mais c'est que moi qui le dis. Mais vous pouvez être fiers en fait de travailler. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Vous pouvez un peu relever la tête de temps en temps et arrêter de vous faire cracher dessus et même vous battre parce que c'est pas une mauvaise chose de se battre non seulement pour ses acquis sociaux, pour ce qu'on travaille déjà, et puis même de se battre pour travailler un peu moins et prendre un peu plus soin de ça. Qui sait, peut-être qu'économiquement, on sera encore plus productif qu'avant. Exactement. Vous n'avez pas à culpabiliser, hein, surtout après cette crise du Covid qui nous a mis un peu sous pression, hein, quand même. Bien Il est sûr. bon de le rappeler. Donc cette phrase est spécialement malvenue. Alors moi, je ne comprends pas comment on peut balancer des phrases aussi impopulaires à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est quoi la stratégie Moi, je pense que Emmanuel Macron joue quelque chose de très à droite sur l'économie. Ça fait quelque temps déjà qu'il nous le dit. Donc en fait, avec ce genre de phrase, on recentre aussi le débat autour de sa déclaration. On crée le débat, on divise, hein, c'est vrai, on divise. Alors c'est tout le problème, c'est que il serait temps qu'il soit candidat et plus président parce que qu'un candidat divise, je peux l'entendre, qu'il fasse du buzz, etc. Pourquoi pas ? Un président, ça met une ambiance dans le pays qui n'est pas top, surtout qu'en ce moment, avec les prix de l'électricité, ça commence à rouspéter. Je pense qu'il va se passer des choses, à mon avis, si ça continue comme ça, où les gens vont littéralement péter un plomb. On va se retrouver avec des gens sur les Champs-Élysées en train de retourner les champs. Mais voilà, moi je pense que tout ça est très politique. Il s'agit de se faire passer pour le candidat de la droite, le candidat responsable, qui tient bien les deniers publics, qui dit que l'argent magique c'est fini, que les gens travaillent trop, que c'est des flemmards. Un discours tout à fait classique à droite en réalité, pour préparer aussi des futures réformes antisociales. L'État a beaucoup dépensé pendant la crise du Covid. Ce qui nous a fait tenir debout, c'est la solidarité, c'est notamment le travail des associations, etc., mais aussi l'investissement public, l'État, pas le privé. C'est pas le privé qui nous a sauvés pendant la crise, c'est l'État, c'est le fait d'intervenir dans l'économie, un principe que les libéraux détestent, mais maintenant il faut payer la cuenta, il faut passer à la facture, et là les libéraux, et de toute façon la question de fond qui se pose, c'est qui va payer ? Est-ce que c'est les travailleurs, en travaillant plus,
ou alors quand ils ne travaillent pas au chômage, en ayant des droits au chômage réduit, en travaillant plus dans la journée, en travaillant plus dans l'année, en travaillant plus dans la vie avec la réforme des retraites, ou bien est-ce que c'est l'État ou les plus riches Ça pourrait être les banques, tiens. Nous, on a sauvé les banques lors des crises. Moi, pourrait venir à la rescousse. À la France Insoumise, on a fait une proposition. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a dit, vu ça a été une année blanche en termes de revenus pour beaucoup de gens, on fait une année blanche pour les revenus du CAC 40. Voilà, donc on prend 50 milliards, les 50 milliards de bénéfices en plus. On va pas, il ne s'agit même pas de leur voler tout leur argent, juste sur les bénéfices, on fait une année blanche et on prend cet argent-là pour financer 1 million d'emplois quand même, ou 1 million d'équivalents d'emplois. Voilà, ça c'est une proposition. On pourrait dire qu'au moins en période de crise, je me souviens qu'on avait proposé ça déjà en 2020, au moins en période de crise, on pourrait rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà. On ne demande même pas, si c'est trop dur pour Macron de le faire pour la vie, ok, on le fera quand on sera élu, mais au moins pendant la crise, qu'on fasse un peu plus contribuer les plus riches. Ça aussi, c'est une proposition concrète, pas difficile à réaliser. L'État a des instruments pour mener ça. Aussi séduire un peu ces électeurs de l'extrême droite. Moi, de toute façon, en vérité, il y a aussi des mesures tout simplement qui sont j'ai envie de dire un mot que les gens détestent, mais de bon sens en fait. Pour moi, c'est pas immoral et c'est pas illogique de faire ça. Quand vous regardez par exemple ce que font les États-Unis, qui sont pas un paradis pour les bolcheviks et le communisme en général, c'est des gens qui ont fait intervenir massivement l'État dans l'économie. Les Allemands aussi, ils ont fait des plans de relance qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en France. Pourquoi des plans de relance ? Parce qu'il y a un moment, en fait, il faut accepter que l'État puisse intervenir dans l'économie et que la question, c'est pas l'argent public, c'est comment est-ce qu'on rembourse ça. Et il y a une question aussi de fond là-dedans, c'est la dette. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on accepte de rembourser la dette ou pas ? Moi, je pense qu'il faut se battre pour dire qu'au moins la dette contractée pendant le Covid puisse être annulée. Et là, on est dans une situation où on n'arrête pas de nous dire mais la dette de la Banque Centrale Européenne, c'est horrible, ils nous en veulent, ils sont méchants, ils veulent qu'on paye. Mais la Banque Centrale Européenne, c'est le regroupement des banques centrales en Europe. En fait, la dette qu'on doit à l'Union européenne, c'est la dette qu'on doit à la Banque de France. C'est la dette qu'on doit à nous-mêmes. On est dans cette situation-là absurde. On se doit de la dette et on n'est pas capable de se dire à un moment on annule pour des raisons purement idéologiques, parce que d'un point de vue concret, c'est possible d'annuler une dette et que ça n'a pas beaucoup de conséquences. Il y a des moments dans l'histoire où ça a eu des conséquences d'annuler la dette, mais là, ça serait plutôt indolore selon la plupart des observateurs, même des libéraux, qui commencent à dire c'est vrai qu'il faut qu'on commence à y réfléchir. Donc si même les libéraux vous disent ça, comme je crois que c'est Alain Minc notamment et compagnie qui commencent à réfléchir à ça, c'est qu'il va falloir le faire. Voilà. Il y a urgence. Moi, j'aimerais bien revenir sur les propos rapidement d'Éric Zemmour. Encore une prouesse incroyable, parler du Japon et dire que s'ils s'en sortent bien et que le pays fonctionne bien, c'est parce qu'ils ne font pas face à l'immigration. Ouais, mais de toute façon, lui, ses références, c'est incroyable. Enfin, quand on regarde ses références, c'est la Hongrie. Personne ne contredit en plus sur le plateau. C'est ça qui est terrible. On ne va pas trop en demander. Ouais. Doucement avec les journalistes, ils sont débordés, les pauvres. Non, mais ses références à Zemmour, pour bien comprendre, c'est la Hongrie. Ça, c'est une référence qu'il partage avec Marine Le Pen, donc de Viktor Orban. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé là-bas récemment pour faire un sommet sur la natalité, mais tout simplement parce qu'en fait, en Hongrie, il y a un problème, c'est qu'ils ont perdu 200 000 habitants depuis que Orban est président. Enfin, c'est ça le modèle quand même, c'est des pays qui perdent leurs habitants. Au Japon, d'un point de vue économique et social, puisque il ne nous parle pas d'immigration, même s'il arrive à glisser le truc, il y a des gros problèmes de natalité au Japon également, une population très vieillissante qui justement commence en vérité à se demander s'il ne faut pas un peu ouvrir les vannes de l'immigration, il y a aussi ça. Mais d'un point de vue économique et social, la souffrance des travailleurs japonais, c'est quelque chose que même le gouvernement japonais, quand je parle des morts par surménage, commence à reconnaître. En fait, ils sont en train d'aller en sens inverse par rapport à ce que dit Éric Zemmour. Même dans ce pays-là, ça commence à s'ouvrir un peu. Parce que le Japon, il me semble que c'est peut-être le seul pays industrialisé au monde où la première cause de décès chez les jeunes, c'est pas les accidents de la route, c'est le suicide. Donc déjà, on commence à se dire, ok, la pression qu'on met mentalement aux gens, il y a peut-être un petit souci. Pareil au travail, le fait de faire grève dans un pays où en fait c'est une société d'ordre, donc à chaque fois que tu travailles pour la nation, pour la patrie, les enjeux sont colossaux, tu peux pas nous trahir, tu peux pas prendre un jour de RTT en plus. Enfin, c'est ça le discours qu'on sert dans les entreprises. Les gens meurent par surménage en fait, c'est-à-dire il y en a qui meurent sur leur lieu de travail. Alors il ne faut pas caricaturer, il faut pas non plus, c'est pas 1000 fois pire qu'en France, on a des morts au travail en France aussi, mais cette pression sociale qu'on met aux gens sur le travail est pas la même. On a en grève le droit de faire grève, le fait de faire grève au Japon, on a le droit. C'est quand même quelque chose d'extrêmement rare et comme je le dis, c'est ce truc du brassard, de mettre des brassards noirs avec marqué en grève
et de continuer à travailler. Mais comment vous voulez que ça change dans une entreprise quand le rapport de force est celui-là? C'est-à-dire, je suis pas content. C'est comme les manifs dans Astérix Obélix, quoi. C'est pas content, pas content. Bah, bon, c'est un peu léger quand même. On peut envier une société comme celle-là. Mais la vraie question, c'est est-ce que Éric Zemmour travaille? Ah, mais il réfléchit. C'est que les médias travaillent pour lui, mais est-ce que lui travaille? Il réfléchit beaucoup. Il produit du travail intellectuel. C'est-à-dire, je pense qu'il travaille. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de mal avec les gens qui produisent du contenu intellectuel, mais ils se cassent pas le dos sur une chaîne de production. C'est ça la différence. Et bien oui, parce que tous les gens, il y en a une qui a fait un truc incroyable, il faudra repasser l'extrait, mais Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui nous a parlé récemment, qui s'est envolée pendant les rencontres de la BPI France, qui a fait une vidéo, enfin il y a une vidéo qui est sortie d'elle, où elle nous parle de la magie de l'atelier, que c'est trop bien de travailler, qu'on travaille pour le pays, pour l'atelier, que c'est super, avec un ton complètement... On sent qu'elle n'a jamais vécu ce que c'est qu'une ligne de production, et à la limite ne pas le vivre. C'est pas grave, ça arrive. Mais alors du coup, il faut juste écouter les gens. C'est-à-dire que quand vous avez des salariés qui se mobilisent pour vous dire « j'ai le dos pété à 45 ans », peut-être qu'il faut commencer à se pencher sur la question de la pénibilité au travail, du fait que les gens puissent partir plus tôt à la retraite, et qu'en vérité, l'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, il y a plusieurs années d'écart. Pour cette raison-là, c'est que les gens sur les lignes de production ou sur des travaux plus manuels, c'est pas la même vie après. C'est pas le même dos, c'est pas les mêmes articulations. Voilà, quand on fait des travaux, on se baisse souvent. Voilà. Et ça c'est quelque chose que les grands intellectuels de ce pays ne veulent pas traiter parce qu'ils ne se mêlent pas à la populace, ils ne voudraient pas se salir. Et Zemmour, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de nous dire qu'il est issu d'en bas, mais une fois qu'il est sorti des quartiers, il n'y est jamais retourné. C'est ça aussi la vérité. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde, c'est qu'il ne suffit pas de venir d'un quartier, il faut aussi, au bout d'un moment, se rappeler d'une réalité sociale qui peut évoluer par ailleurs, parce qu'en 20 ans, les choses changent, les métiers changent, il y a plein de choses qui changent, et donc de rester toujours en contact avec les organisations syndicales, les organisations sociales, les travailleurs et les travailleuses tout court d'ailleurs. Ça, c'est ce qui tue, à mon avis, la réflexion en France, que les bourgeois se déconnectent très vite, et on se retrouve avec même à gauche, c'est aussi un risque pour tout le monde, je veux dire... on a des Cohn-Bendit, on a des... Oui, c'est ça, on a des gens qui prétendent parler... Voilà, des penseurs, c'est-à-dire, ils ont des grandes idées, c'est bien, et puis ça donne en atterrissage le Parti socialiste, qui, quand il exerce le pouvoir sous François Hollande, alors qu'il est censé être du côté des gens, se retrouve à faire des lois comme la loi El Khomri, comme des lois qui cassent les codes du travail, qui font que les gens dans les entreprises n'ont pas le même rapport de force, parce que c'est la négociation, c'est ça l'intérêt, alors que, non... Les intérêts des patrons et des ouvriers ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave de le reconnaître. Enfin, je veux dire, ça fait pas des patrons des grands salauds et des ouvriers des grands gentils. Mais juste, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts et que du coup, on doit soutenir plutôt le camp des ouvriers dans ce combat-là. Voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à l'écoute. Moi, par exemple, je sais que quand on parle d'augmentation du SMIC, c'est pour certaines petites entreprises, c'est peut-être un peu plus dur d'avoir la trésorerie pour augmenter les salaires. Dans ce cas-là, on fait un fonds de solidarité inter-entreprise. Les grandes entreprises qui, elles, ont les moyens de payer les salaires, de payer les taxes, etc., cotisent plus. Et les plus petites entreprises, les TPE, les PME, cotisent moins. Et avec ce fonds-là, on permet d'équilibrer un peu la hausse, ne serait-ce que du SMIC. C'est possible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin... De traiter les gens de salauds ou autres, mais par contre, il y a un effort à faire pour que les travailleurs et les travailleuses regagnent un peu de dignité, de conditions de vie, et à chaque fois, on culpabilise les gens quand ils se mobilisent. Mais moi vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est regardez pas vos pompes, vous avez le droit de vous mobiliser, c'est pas une honte de dire que vous avez envie de moins travailler, c'est pas une honte de dire que vous avez envie de prendre soin des vôtres, c'est pas une honte de dire que le travail est dur et que du coup, il faut augmenter votre salaire en conséquence, voilà. La grande réussite des libéraux, c'est ça, de toute façon. C'est d'arriver à culpabiliser les gens, de faire en sorte que on baisse la tête quand on dit vous travaillez trop et tout. Alors que quand tu regardes les chiffres, comme je le dis, on est parmi les plus productifs du monde, cocorico, quoi. C'est bon, on va arrêter de se lamenter 3 minutes. Exactement. Il faut le marteler, ça. On est parmi les plus productifs du monde, parce que c'est pas ce que vous allez entendre sur les plateaux des médias mainstream. On est presque trop productifs. Je me souviens, j'avais vu, je crois que c'était des Anglais, qui disait que vu qu'on est trop productif, c'est pareil, ça aide pas trop à résoudre le taux de chômage. Parce que si on était un petit peu moins productif, il y aurait un peu plus de gens qui occuperaient un emploi. Encore une fois, il n'y a pas de... Tout ça, c'est aussi des statistiques. Pour lutter contre le chômage, il vaut mieux réduire le temps de travail. Il y a aussi des arguments tout à fait économiques, au-delà de la morale, au-delà du fait d'être du côté de celles qui travaillent. Économiquement,
c'est mieux si on travaille moins, parce que ça fait que les entreprises devront recruter plus de gens. Et après, une fois qu'on fait ce constat, on s'organise pour que les entreprises aient les moyens de recruter des gens, il n'y a pas de problème. Et c'est un bel objectif de société, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, même les Français sont parmi les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Donc je pense que ça, quand même, il y a une corrélation à faire avec ce travail acharné et le fait qu'ils soient aussi très productifs. Donc c'est les faire culpabiliser et même les mépriser. On nous met la pression, quoi, en permanence. Il y a des mâles comme ça, français, voire... très propre à la culture occidentale, par exemple le fait de rester au boulot alors qu'on n'a rien à faire, quoi. Donc ça c'est terrible. Enfin, moi j'en souffre. Ça j'en souffre. Mais non, mais ça me tue. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui avancent bien sur leur boulot, qui font 9h 16h qu'on finit et qui restent jusqu'à 19h, quoi. Parce que faut être là, c'est mal vu si on s'en va. Moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je suis pour que des fois il y ait besoin d'être sur le lieu de travail au cas où il y a un problème. Bon, ça d'accord. Mais dans certaines boîtes, notamment dans les boîtes qui font dans le tertiaire, là, dans la production intellectuelle. Moi, des fois, je vois des gens, mais ça arrive, et tout le monde est affecté par ça, même à gauche. Hein. Mais moi, des fois, je vois des gens au boulot, je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Rentre. Non, je peux pas. Mais si, rentre, tu vas voir, c'est pas. Parce que t'as des collègues qui sont là pour te surveiller en plus, tu vois. T'as même plus le boss bien qui sûr. vient. On a intégré nous-mêmes un discours qui est extrêmement culpabilisateur. Faut être là pour la boîte. Tu sais pas pourquoi, mais faut être là. Enfin, je veux dire, et au travail, ça se voit beaucoup, notamment sur les travaux qui sont dans le secteur tertiaire où en fait on est dans les open space, dans les machins. Parce qu'un ouvrier qui a fini son chantier ou qui a fini sa tâche du chantier du jour, c'est vrai qu'en général, il a plus tendance à s'en aller, c'est normal. Mais parce que les horaires sont un peu plus durs aussi sur certains services. Mais il y a vraiment, typiquement, dans les boîtes un peu start-up ou autres, de marketing, de tout ce que tu veux, qui ne sont pas des métiers inutiles par ailleurs, même si je pense il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on produit. Mais les gens restent, quoi. Voilà, ils sont là. Parce qu'on leur a dit que c'est bien de rester là. Et tout ce discours-là d'Emmanuel Macron, de on travaille pas assez, ça joue là-dedans. C'est pas vrai que ça joue pas. Ça change notre regard sur nous-mêmes. Et le plus important, c'est d'arriver un peu à lutter contre ça. C'est le plus dur. Mais quand il y a des patrons, par exemple, qui intègrent le fait que rester pour rester, ça sert à rien, c'est une petite victoire culturelle. Puis surtout, ça améliore un peu le quotidien des gens. On peut rentrer à la maison un peu plus tôt, 1 heure avant, parce qu'on a bien fini, on a bien avancé, on a fait du bon boulot. Et on va s'occuper de ces gamins, on va pas juste faire la lessive, puis faire la cuisine, puis faire je sais pas quoi, juste on va s'occuper d'eux, on va passer du temps avec eux, c'est quand même un peu plus sympa. Et le bien-être est indispensable justement pour être productif, n'est-ce pas ? Merci David Guiraud, merci à vous de nous avoir suivis, on compte sur votre soutien, vos soutiens sont notre unique source de financement et nous permettent d'innover au quotidien pour une information toujours plus qualitative. Écrivez l'avenir du média avec nous en concourant au développement de formats exclusifs, plus d'enquêtes, de reportages, de décryptage de l'actualité et d'événements physiques. Voilà, vous pouvez soutenir le média en participant donc à la cagnotte. Le lien est en description ou sera en description de la vidéo. Eh bien, on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à toi, David. Et on se dit à très bientôt.